Chapitre 1. Le village de fumée. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la vie dans un village médiéval si profondément enfoncé dans les bois que même les livreurs de peste ont abandonné en cours de route, bienvenue à Triswald. Ça sent les moutons, le pain humide et la méfiance. Ici, les gens meurent de maux de dents, accusent les chèvres d'hérésie et croient qu'éternuer 2 fois de suite signifie qu'un démon essaie de grimper dans votre nez. Vous savez, l'ordinaire. Triswald était le genre de village où personne ne fermait sa porte à clé, surtout parce qu'il n'y avait pas de serrure, et aussi parce que les portes étaient maintenues ensemble par la prière et la moisissure. La vie avançait dans un cycle ininterrompu de boue, de terreurs religieuses mineures et de jardinage de légumes agressifs. Notre histoire commence un mardi. Pas que les jours de la semaine signifiaient grand-chose pour les habitants. Ils l'appelaient simplement le jour après les mauvaises saucisses, qui revenaient tous les 8 ou 9 jours selon l'apparence de la lune, ou si quelqu'un avait récemment halluciné Sainte Gertrude en claquette sur leur plafond. Elric, l'apothicaire du village, herboriste et personnage tout à fait suspect, était penché sur une pile de racines flétries qui ressemblaient vaguement à de jeunes navets. Il vivait dans une hutte au toit de chaume près du bord de la forêt, une hutte si remplie d'herbes séchées, de bouteilles étranges et de regrets que même les corbeaux hésitaient avant d'y atterrir. Les gens venaient de voir Elric pour des remèdes, bien qu'ils repartent souvent avec plus de questions que de réponses. Il avait une fois guéri la goutte d'un homme avec une compresse de mousse bouillie et une gifle énergique. Une autre fois, il avait accidentellement guéri le cœur brisé d'une veuve avec du sirop de betterave fermenté et une leçon sur l'éthique des champignons. L'homme était soit un génie, soit un danger pour la société, selon que vous approuviez ou non les hallucinations de votre oncle décédé, offrant des critiques de danse. Ce matin-là, Elric était en train de moudre ce qu'il croyait être un champignon médicinal ancien, mais qui n'était peut-être qu'un champignon à boule très déterminé. « Toi encore » murmura-t-il au champignon, qui avait libéré un léger nuage de spores en signe de protestation. « Tu guéris soit les maux de tête, soit tu fais croire aux gens qu'ils sont mariés à une miche de pain. Découvrons lequel. » Il venait de finir de mettre en bouteille la poudre obtenue, la labellisant utilement à ne pas renifler encore, quand la porte de sa hutte s'ouvrit en grinçant, laissant entrer une rafale de vent froid, de panique, et la fille du boulanger du village. « Elric !» cria-t-elle. « Vieille veuve Banshee dit qu'elle a vu une femme flottante au-dessus du puits la nuit dernière. »« Vraiment ?» Elric répondit calmement, sans lever les yeux. Ou bien s'est-elle encore endormie debout et a-t-elle pris son propre reflet pour une révélation divine? Non, elle le jure. Elle a dit que la femme brillait et chantait un hymne à l'envers en latin. Ah, donc, probablement de ma faute. Elric se leva et épousseta ses robes, qui étaient couvertes de taches suspectes et de morceaux d'ortie. Ce n'était pas la première fois que le village signalait avoir vu quelque chose d'éthéré, de mystérieux ou de légèrement lumineux. Le mois dernier, quelqu'un a pris une vache portant une lanterne pour l'archange Michel. Alors que la fille partait dans un tourbillon de nerfs et de farine, Elric soupira et sortit. L'air était épais de brume et l'odeur fin de choux marinés, un signe certain que le fermier Gunthe avait encore expérimenté avec la choucroute. La place du village était un cercle bancal de boue et de statues mal conçues. Au milieu se tenait un puits de pierre, le supposé épicentre de la rave fantomatique de la nuit dernière. Elric s'approcha, scrutant le puits. Rien d'autre que l'obscurité et le faible écho d'un rot lointain. Eh bien, murmura-t-il, ça ne prouve rien. Juste à ce moment-là,
une silhouette troublante émergea de la brume. Wolf le fou du village, et prophète à temps partiel. Il portait un chapeau fait de poules volées et avait un penchant pour lécher la mousse. « Le ciel pleure des champignons, Elric !» déclara-t-il, les bras levés. « C'est la 3e fois que tu dis ça cette semaine, Wolf. Mais cette fois, ce sont des champignons en colère. Le genre qui fait que tes dents ont l'impression de passer une audition pour une chorale. » Elric plissa les yeux. Wolf sentait faiblement le miel, la pourriture, et ce qui ne pouvait être décrit que comme une peur prophétique. Cela signifiait généralement une chose. La saison de l'ergot était arrivée. « Viens avec moi, » dit Elric en attrapant Wolf par le coude. « Je pense que le pain va devenir intéressant. » Ils retournèrent à la hutte d'Elric, où il commença à feuilleter sa collection de manuscrits d'herbes interdites, dont l'un était intitulé « Le grand livre des tripes anciennes ». Alors qu'il feuilletait les pages et que Wolf léchait un mur en signe d'appréciation, Elric rassemblait une théorie troublante. Certaines des farines de seigle du village pourraient avoir été infectées par l'ergot, un petit champignon amusant qui transformait les gens en danseurs interprétatifs avec des visions spontanées des habitudes de lavage de leurs ancêtres. « Cela explique la femme lumineuse », murmura Elric. « Également pourquoi 3 villageois différents pensent que le maire est en fait un navet parlant. » Il se tourna vers Wolf. « Nous devons avertir le village. Peut-on utiliser des marionnettes ? Absolument pas. » Elric se tenait sur la place du village plus tard dans la journée, essayant d'expliquer à un groupe de paysans complètement confus que leur pain était maudit. « Ce n'est pas maudit !» cria le boulanger. « C'est juste acidulé. »« Acidulé, c'est bien !» rétorqua Elric. « Le piquant ne devrait pas te faire penser que ton cousin est un canard portant un monocle. » Les villageois murmuraient entre eux. Certains étaient intrigués, certains avaient peur. Un homme était juste en colère parce qu'il aimait les canards. Au coucher du soleil, les rumeurs allaient de bon train. Le pain était possédé. Le puits était hanté. Quelqu'un a vu Elric parler à un champignon, ce qui, pour être juste, était tout à fait exact. Cette nuit-là, Elric s'assit à la lumière des bougies, mélangeant une nouvelle fournée de pommade expérimentale qu'il affirmait, probablement pas prête à exploser. Il murmura pour lui-même, en remuant, ignorant le léger bourdonnement du brouillard qui se rassemblait dehors. La porte se rouvrit en grinçant. Sœur Myriel se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux brillants d'un fervent religieux habituellement réservé aux reliques, aux saints, ou à la découverte que vous aimez en fait l'hydromel. « Nous devons parler, » dit-elle. « De voler. » Elric cligna des yeux, puis sourit. « Permets-moi de deviner, » dit-il. « Tu as vu un navet dans le ciel ?» Chapitre 2. Le comptoir des rêves et l'apprenti. Écureuil. Vous savez que vous vous apprêtez à vivre une journée étrange quand elle commence avec une religieuse parlant de légumes volants et se termine avec un homme à moitié nu se disputant avec un écureuil. Mais à Triswald, c'était ce que les gens appelaient un mardi après-midi. Après l'annonce dramatique de sœur Myriel, « J'ai volé avec un navet », Elric décida que 2 choses étaient claires. Premièrement, l'onguent fonctionnait, et deuxièmement, il avait vraiment besoin d'installer une meilleure serrure de porte. De préférence, une qui reconnaisse la manie religieuse et le zèle auto-justificateur comme des raisons de rester dehors. Myriel s'assit sur un tabouret qui avait été utilisé auparavant pour sécher des sangsues. Elle était inconsciente, ou peut-être simplement habituée à l'odeur. Elle tenait le livre comme s'il s'agissait de la parole de Dieu elle-même, bien qu'avec quelques gribouillis inappropriés dans les marges. « J'ai besoin de ton aide, Elric. C'est un travail divin. C'est aussi peut-être illégal.
tu as guéri la gangrène d'un homme avec de l'urine de mouton et de la moutarde. Ne jetons pas des mots comme « légal » à tout va. Elle avait raison. Ils ont commencé à tester la pommade plus rigoureusement. Signification. Ils ont invité Wolf, recouvert une brouette de mousse et l'ont appelé simulateur de vol. Elric prenait des notes. Myriel récitait des choses. Wolf lécha une pomme de pin. Un sujet de test, un canard nommé Suzanne, a reçu une microscopique couche de longan. Suzanne a passé les 5 heures suivantes à fixer une flaque d'eau et à cancaner en parfait iambe. C'était soit une preuve de concept, soit une possession de volaille. Quoi qu'il en soit, Myriel a affirmé que c'était un miracle. Les habitants étaient moins convaincus. Les rumeurs circulaient. La nonne a été ensorcelée. Elric fait des orgies avec des mauvaises herbes. La chèvre parle latin. La dernière était vraie. La chèvre, désormais connue sous le nom de frère Bartholomew, avait pris l'habitude de se tenir sur le toit de la chapelle pendant la messe et de bêler à des moments théologiques clés. Le forgeron local est venu voir Elric avec une demande. « Avez-vous quelque chose qui empêchera mon enclume de me prêcher ?»« L'arrêter ?» Elric répondit. « Monsieur, vous avez peut-être atteint l'illumination. » Pendant ce temps, Myriel avait ses propres problèmes. L'Église l'avait envoyé à Triswald pour évaluer la santé spirituelle, pas pour organiser des séminaires psychédéliques. Sa supérieure, sœur Angrissa de l'ordre de la désapprobation perpétuelle, avait écrit une lettre. C'était court, précis, et sentait légèrement le jugement. « Chère sœur Myriel, arrête de voler. En Christ, sœur Angrissa. » Myriel le plia soigneusement, le glissa dans sa chaussure et dit « Clairement un appel à l'aide. » Le dernier test avant le rituel de Sortof Ascension consistait à frotter de l'onguent sous un banc et à attendre de voir s'il flottait. Cela ne l'a pas fait. Mais il a pleuré de la sève et avoué à l'évasion fiscale. « Je pense que nous sommes prêts, » déclara Myriel. « Pourquoi ? » Pour voir la vérité. J'espérais du thé. Le conteur de rêves est arrivé jeudi. Il n'était pas invité. Il s'est simplement pointé, sentant légèrement la lavande, le fromage et le regret cosmique. Il était grand, drapé dans des robes violettes, et portait un sac rempli de plumes et de petites clochettes. Lorsqu'on lui demanda son nom, il répondit simplement « Je compte les rêves ». Elric demanda si c'était une métaphore. « Non », répondit l'homme, « je compte littéralement les rêves. Un par un. J'ai un registre. » Il ouvrit un livre pour révéler des pages remplies de gribouillis. Fermier Groot a rêvé qu'il était un chou, encore. Veuve Banshee rêvait de chaussures de danse avec des dents. Frère Bartholomew rêvait qu'il était latin. Le contre des rêves avait entendu des rumeurs de nonnes volantes et de navets flottants. Il était venu évaluer la brèche de la réalité. « Vous voyez, » dit-il en faisant tournoyer une plume, « quand trop de gens rêvent du même rêve impossible, la réalité commence à se sentir instable. »« Insécure ?» Elric demanda, comme un pigeon dans un magasin de chapeaux. Ah, ce soir-là, tout le village rêvait du même rêve. Une femme brillante, vêtue de fumée, chevauchant un char fait d'os de chèvre et de théologie, les appelait à la suivre à travers une porte dans le ciel. Il y avait des biscuits. Myriel se réveilla en larmes. « Nous devons ouvrir la porte. » Elric gémit. « Je n'ai même pas pris mon petit déjeuner. » Le conteur de rêves hocha simplement la tête, nota quelque chose dans son livre et leur offrit une cuillerée de poussière scintillante pour la clarté. Wolf en prit 2. À ce stade, le village était divisé en 3 factions,
Les croyants, qui portaient des fleurs dans les cheveux, parlaient en rime et juraient avoir vu saint Floatimus rôter de la lumière. Les sceptiques, qui voulaient surtout que tout le monde se taise pour qu'ils puissent finir de récolter leurs betteraves. Les indifférents, qui suivaient simplement la chèvre. Triswald n'était plus vraiment un village, mais plutôt un test de la capacité humaine à l'hallucination collective. Myriel a organisé une procession. Il y avait des robes, de l'encens fait de panais séchés et un chant qui ressemblait étrangement à la recette du ragoût de betterave. Elric enfila une nouvelle robe, celle-ci ornée de sequins, et se déclare « pape des herbes ». Wolf devint le grand prêtre de la chaussette gauche et donna un sermon enflammé qui commença par « Mes frères, mes sœurs, mes champignons » et se termina par un baiser à une citrouille. La scène finale du chapitre 2, comme la légende le raconterait plus tard, était celle-ci. Les gens se rassemblèrent à l'aube. Le ciel était rose. La chèvre lévitait. Myriel leva le livre des vapeurs volantes. Elric appliqua le reste de la pommade sur son lobe d'oreille gauche, pour l'équilibre. Le conteur de rêves comptait exactement 42 rêves. Et puis, un bruit, comme un millier de pigeons éternuant, un scintillement dans l'air, et une porte s'ouvrit. Pas une porte métaphorique. Une vraie porte, flottante, en bois, avec une poignée en laiton en forme de sourcil. Myriel avança. Elric saisit sa robe. « On frappe ?»« Non, » chuchota-t-elle. « Nous volons. » Et avec ça, ils disparurent. La porte se ferma. La chèvre éternua. Le loup rôta. Les villageois applaudissaient. Et ainsi se termina le mardi le plus étrange que Triswald ait jamais connu. Chapitre 3. La nonne et la racine hurlante. Dans le royaume des décisions douteuses, Elric s'apprêtait à monter sur le trône. Tout a commencé lorsque sœur Myriel, avec la grâce d'une femme ayant à la fois un but divin et zéro patience, claqua un livre relié en cuir sur la table d'Elric. Le nuage de poussière qu'il expulsa éternua immédiatement. « Je l'ai lu 2 fois, » déclara-t-elle. « Tu l'as lu ?» Elric scruta le tome ancien. « J'ai utilisé ce livre pour écraser une belette l'hiver dernier. »« Alors la belette est maintenant 2 fois bénie, » répondit Myriel, impassible. Le livre s'intitulait « Liber Vaporum Volitantium » ou « Le livre des vapeurs volantes », selon votre générosité avec le latin. C'était une excommunication en puissance. Myriel l'ouvrit à une page avec un dessin à l'encre d'un moine nu, chevauchant un balai, les yeux tellement en arrière qu'il pouvait voir ses propres péchés. La légende disait « Pommade pour la transcendance aérienne, à utiliser généreusement, à éviter en plein jour, et surtout ne pas en parler à votre évêque. »« Ça, » dit-elle en tapotant l'illustration, « c'est ce que j'ai utilisé. » Elric leva un sourcil. « Tu as utilisé la pommade sur Pont toi-même. »« Oui, et la chèvre de sœur Thelma. » Il y eut une pause. Même Wolf, qui était sous la table en train de communiquer avec un scarabée nommé Reginald, leva la tête. « La chèvre a volé ?» demanda Elric. « Non, » dit Myriel. « Il a juste crié pendant 3 heures, et maintenant il refuse de regarder les crucifix. » Il était clair que la recette avait besoin d'être améliorée. À la mi-matinée, Elric et Myriel avaient étalé toutes les herbes, racines et épices maudites qu'ils pouvaient trouver sur sa table. Wolf a été rétrogradé au rang de polisseur officiel de mortier et de répulsif à abeilles. Ils ont examiné les ingrédients listés dans l'onguent volant. Belladone.
induit une clarté visionnaire ou fait grève de la langue. Mandragore, crie lors de l'arrachage, ce qui est toujours encourageant. Belladone, belladone, belle, fatale et légèrement coquette. Graisse de porc, toujours disponible grâce au cochon exceptionnellement sphérique du fermier Gant. Commençons par la mandragore, annonça Elric. Oui, dit Myriel. Je suis sûr que les racines hurlantes font un excellent matin. Ils s'aventurèrent jusqu'à la lisière de la forêt, où les mandragores poussaient comme des secrets en colère. Déterrer une mandragore n'était pas facile. Selon la légende, la plante poussait un cri mortel lorsqu'elle était déracinée. Donc, naturellement, ils ont amené Wolf. « Loup, dit Elric, nous avons besoin que tu attaches cette racine à ta taille, que tu marches en arrière et que tu fredonnes quelque chose de vaguement païen. » Wolf cligna. « Vais-je mourir ? Seulement si tu te trompes. » « Excellent. » Il se dirigea en arrière vers le buisson avec une corde, l'enthousiasme d'un martyr et la coordination d'une méduse. Quand la mandragore fut tirée, la forêt résonna d'un son ressemblant à un canard hurlant en s'étouffant avec une flûte. Wolf émergea victorieux, tenant la racine flasque comme un trophée. « Il a crié le nom Bénédicte à moi », rapporta-t-il. « Est-ce important ?»« Probablement juste un pape maudit, » répondit Elric. De retour à la cabane, ils préparèrent la pommade avec la grâce et la précision d'un alchimiste ivre et d'une nonne qui en avait vraiment ras-le-bol. La graisse de porc était fondue, les herbes broyées, les prières murmurées, surtout par frustration. « Nous l'appliquons ici, » dit Myriel en faisant un geste vague. « Vous voulez dire… » »« Oui. » Les pans morceaux absorbants. Elric avait l'air alarmé. Il doit sûrement y avoir un moyen plus modeste d'atteindre l'illumination. Oh oui, dit Myriel. Mais cela n'implique pas de chèvre volante. Ils ont décidé de tester la pommade par étapes. Wolf, toujours volontaire, s'en mit généreusement sous les aisselles et commença immédiatement à parler couramment le flamand sans jamais quitter le comté. « Ça pourrait fonctionner, » dit Elric. « Ou il est possédé. » Again. Myriel appliqua une touche à son poignet, s'assit en tailleur et fixa le vide. Après 5 minutes, elle murmura « Les bougies respirent. » Après 10 minutes, « J'ai vu le visage de Dieu. Il porte des chaussettes avec des sandales. » Après 15, « Je monte un serpent fait de cloches. » Elric prenait des notes frénétiques. Wolf était maintenant en train de composer une ballade sur un triangle amoureux impliquant un chou, une charrue et Sainte Agnès. Elric fixa Longuan. La curiosité et le manque de contrôle de ses impulsions l'emportèrent. « Pour la science, » murmura-t-il. En quelques instants, il s'élevait, du moins mentalement. Son corps restait assis, tressaillant légèrement, mais dans son esprit, il traversait le ciel nocturne sur une comète faite de miettes de pain. Il passa devant des étoiles en forme de dents, fit signe à un nuage qui criait le nom de sa mère et atterrit brièvement sur une bibliothèque flottante où tous les livres criaient. Il revint à lui en bavant dans un bol de lait de chèvre et en marmonnant quelque chose à propos de navets crachant du feu. « Nous en avons besoin de plus, » dit Myriel, complètement imperturbable. « Plus de dosage, plus de clarté. Peut-être un hymne. Ou un casque, suggéra Elric, encore étourdi. 3 heures plus tard, ils avaient tout documenté. Les effets allaient de la légère euphorie aux tentatives d'exorcisme à part entière. La chèvre, découvrirent-ils, avait mordu un chiffon de pommade jeté et refusait maintenant de toucher le sol. « Nous sommes proches, » dit Myriel. « Nous avons besoin d'un rituel. Nous avons besoin d'un prêtre, » dit Elric. « Nous avons besoin de meilleures chèvres, » ajouta Wolf, passant à côté sur une brouette. Et ainsi,
L'opération Vol 2 heures était lancée. Les nouvelles se répandirent rapidement à Triswald. Le lendemain matin, les villageois se rassemblèrent devant la hutte d'Elric avec l'enthousiasme de ceux qui s'attendent à voir quelqu'un exploser. Est-ce un miracle? Est-ce un procès de sorcière? J'ai apporté de la tarte. Le rituel commença. Wolf chantait des absurdités. Myriel traça un cercle à la craie, fait de coléoptères broyés, et Elric, maintenant vêtu d'une robe avec des nuages brodés et 3 herbes qu'il ne pouvait identifier, appliqua à nouveau l'onguent. Un moment de silence. Puis Elric se leva d'un bond et cria « Je comprends les pigeons !» La foule retint son souffle. La chèvre lévita. Un petit garçon éclata en larmes de confusion religieuse. Pendant 5 longues minutes, Elric flottait à 2 pouces au-dessus du sol, brillant faiblement. Puis il rota, s'effondra et ronfla bruyamment. La foule éclata en applaudissements. « Il l'a fait! Il est saint! Il est possédé par saint Floatimus !» Alors qu'il portait Elric dans la hutte pour qu'il se repose, Myriel sourit sereinement. « Nous l'avons prouvé, » dit-elle. Wolf hocha la tête. « Et la chèvre est partie. » Tout le monde se retourna. Sans surprise, la chèvre montait lentement vers le soleil. Chapitre 4. La fête de la fermentation et de l'éveil. Légèrement agressif. Le jour suivant la disparition d'Elric et Myriel à travers une porte flottante, comme on le fait, le village de Triswald décida collectivement qu'il était temps de faire la fête. Parce que quand 2 de vos voisins les plus suspects s'élèvent dans les cieux théoriques grâce à des onguents et à une légère consommation de champignons, il est évident que l'étape suivante est un festin. Le fermier Gunt a donné 37 navets, la plupart en colère. La boulangère a préparé ses célèbres gâteaux d'orge, possiblement maudits, et le boucher du village a contribué avec quelque chose qu'il prétendait être proche de la chèvre. La seule personne qui n'était pas invitée était le bourreau du village, qui était techniquement imaginaire, mais néanmoins très impopulaire. Wolf a pris sur lui d'organiser l'événement. Il l'a proclamé la fête de l'éveil légèrement agressif. La bannière qu'il a peinte disait « Bienvenue, être spirituel, veuillez essayer le harengue ». À l'aube, la place était ornée de symboles, la plupart anatomiquement déroutants. La chèvre, frère Bartholomew, était revenu, portant maintenant une petite mitre d'évêque et refusant de marcher sur autre chose que de la soie. « Je pense qu'il est plus sain que moi maintenant », dit le véritable évêque en regardant nerveusement l'animal. Le conteur de rêves, traînant toujours près du puits et comptant les pensées des écureuils, murmura simplement « La réalité devient de plus en plus fragile. La nuit dernière, une poule a rêvé qu'elle était philosophe. Pendant ce temps, à l'intérieur de la grande porte, qui avait l'habitude troublante de fredonner des accords mineurs, Elric et Myriel découvraient que le vol transcendantal était surtout désorientant. Ils tombaient vers le haut à travers une bibliothèque sans fin, faite de nuages, de rouleaux et de métaphores malheureuses. Les livres battaient des ailes comme des pigeons. Les anges rangeaient des tomes sur « Comment ascensionner sans vomir ». Elric flottait devant un livre parlant qui criait « Pourquoi es-tu comme ça ?» Myriel, sereine comme toujours, récita un hymne à l'envers et fit une culbute. Enfin, ils atterrirent dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une salle d'attente divine. Il y avait des coussins faits de statique, des chaises qui applaudissaient quand on s'asseyait, et une réceptionniste qui semblait être un banc de brouillard conscient. « Non ?» demanda-t-il. Myriel, nonne. Possiblement un prophète. Elric, apothicaire. Fréquemment confus. Raison de la visite ? Nous avons ouvert la porte. La plupart des gens frappent, dit le brouillard, offensé.
Il leur tendit à tous les deux un clipboard divin et leur dit d'attendre en ligne derrière un homme qui prétendait être réincarné en corde de harpe. De retour à Triswald, la fête était en train de s'intensifier. Un groupe de croyants a commencé à parler en énigmes fermentées. Les sceptiques portaient de l'ail autour du cou, au cas où. Wolf a tenté de baptiser un fût de bière tout en chantant un duo avec une betterave. Le maire, désespéré de maintenir l'ordre, se tenait sur une brouette et déclara « Souvenons-nous des enseignements de saint Floatimus. Si ça flotte, ça doit être béni. » Tout le monde jeta immédiatement ses chaussures dans la rivière pour vérifier. 10 ont flotté. Un sanctuaire a été érigé sur place. Dans la salle d'attente divine, Elric et Myriel furent enfin conduits dans la chambre des leçons abstraites, où un être fait entièrement de vent chaud et de sarcasme les accueillit. « Je suis Greg », annonça-t-il. Greg, raccourci pour Grégoriel, gardien des révélations légèrement importantes. Greg leur montra une vision. Le village vu d'en haut, brillant de l'énergie chaotique d'une communauté qui avait confondu l'éveil spirituel avec la poterie compétitive. « Que cherchez-vous » demanda Greg. « Vérité » dit Myriel. « Déjeuner » murmura Elric. Greg soupira. « Vous avez percé le voile de l'ignorance et pénétré dans le royaume de la clarté cosmique » intonna-t-il. « Voudriez-vous un coupon » Ils reçurent en chacun un symbole d'illumination. Myriel reçut une plume qui murmurait des hymnes oubliés. Elric a reçu un dépliant intitulé « Comment éviter de devenir accidentellement un messie ». « Tu dois revenir », dit Greg. « Votre village est sur le point de devenir un carnaval à thème de culte. » « Un peu tard pour ça, » dit Elric. La fête avait pris un tournant. Un homme était convaincu que son chou récitait des codes juridiques. Quelqu'un s'était déclaré « roi de la vapeur » et essayait de faire chevalier une théière. La chèvre avait de nouveau disparu, cette fois-ci dans un placard rempli de grenouilles chantantes. Soudain, la porte divine s'ouvrit en grinçant. Un rayon de lumière légèrement satisfait se répandit sur la place. Elric sortit en titubant, tenant son pamphlet et une gueule de bois spirituel. Myriel flottait derrière lui, brillant faiblement et fredonnant en mi mineur. La foule retint son souffle. « Ils reviennent !»« Êtes-vous des dieux ?» Elric regarda ses chaussures. Seulement le mardi. Wolf leur remit à chacun une louche comme symbole de retour sacré. Personne ne l'a remise en question. Et ainsi, la fête ne se termina pas avec clarté, mais avec une bataille de fromage, 3 révélations mineures et un grand canard se déclarant maire. Triswald n'a jamais été le même. Chapitre 5. L'évêque de la haine. Pratique. Alors que Triswald dansait pieds nus dans sa gloire fermentée, loin à travers les marais du désespoir bureaucratique, le Vatican était profondément, agressivement mécontent. La nouvelle leur était parvenue par le biais d'une chouette qui sentait l'encens et le regret. Dans les salles de velours de l'ordre ecclésiastique, quelqu'un lut à voix haute le rapport le plus récent. Une nonne flottante, une chèvre revendiquant une autorité épiscopale et une petite commune de mystiques de foin tentant de canoniser une pomme de terre. Silence. Puis vint le son d'une sainte claque sur le front. « Envoyez l'évêque » murmura le cardinal de la propreté canonique. « Celui avec les sourcils. » Entrez. L'évêque Théodoric des réalités cruelles, connu dans toute la chrétienté pour sa théologie sans compromis et sa collection de reliques à thème de masse. Un homme si sévère qu'il a un jour excommunié un étang. Il est arrivé à Triswald
avec une mine renfrognée, des bottes brillantes d'armure et un canon à encens de voyage qui tirait de la mire sanctifiée en larges arcs. Les villageois l'accueillirent avec des couronnes de fleurs et des radis fermentés. Il les accueillit avec un pamphlet intitulé « Comment identifier et condamner un hérétique en moins de 10 minutes ». Elric rencontra Théodoric devant la chapelle, désormais redédiée à Notre-Dame de la Lévitation occasionnelle. « Tu dois être l'hérétique, » dit Théodoric d'un ton plat. « Lequel ?» Elric répondit. Derrière lui, Myriel s'exerçait à léviter à 3 pouces du sol, tout en récitant l'intégralité du livre des psaumes, mal interprété. L'évêque fit le signe de la croix d'une manière qui ressemblait plus à un avertissement personnel qu'à une bénédiction. Une inquisition formelle a été annoncée. Les villageois devaient avouer tout ce qui était vaguement magique, hérétique ou suspectement poétique. Le loup a avoué être une cuillère réincarnée. Le boulanger a avoué avoir trop salé sa cousine. La chèvre a refusé de témoigner, invoquant le privilège ecclésiastique. Elric tenta de raisonner avec Théodoric. « Nous ne sommes pas des hérétiques, monseigneur. Nous sommes juste exceptionnellement curieux. Vous avez brûlé de l'encens fait de grenouilles et dansé nu sous un navet lunaire. C'était Wolf. J'ai des croquis. » Myriel, sentant la montée des tensions, proposa un débat théologique. Théodoric accepta, à condition que cela se déroule dans une chaise de mise à l'eau au-dessus d'un étang, comme la tradition l'exige. Les villageois se rassemblèrent. D'un côté, Myriel, brillant faiblement et armé de métaphores. De l'autre, Théodoric, armé de notes de bas de page et d'un maillet sacré. Les sujets comprenaient « Les chèvres peuvent-elles posséder une autorité apostolique ? Est-ce que voler sous l'influence des champignons est vraiment du vol ou un malentendu divin ? Implication théologique des choux sentients. » Le débat a duré 4 heures, 3 hérésies et une apparition miraculeuse de poissons. Cela s'est terminé par une égalité lorsque les 2 parties ont flotté involontairement pendant 30 secondes avant de tomber dans le bassin. La foule a acclamé. Elric vendait des échantillons de pommade commémorative. Mais Théodoric n'en avait pas fini. Il a planifié un exorcisme de masse. Chaque maison serait ointe, chaque betterave interrogée. Le conteur de rêves avertit Elric. Trop de contradictions en un seul endroit plient les règles du rêve. La nuit dernière, j'ai compté 17 rêves de la même porte explosant en baguettes. La réalité, a-t-il averti, devenait interprétative. La nuit précédant l'exorcisme, Myriel convoqua les villageois dans la vieille grange. Ils ont célébré une messe secrète. Wolf a traduit le sermon en gnome. Myriel dévoila un plan. Pas de rébellion. Non, ce serait trop sensé, mais un spectacle lyrique d'ambiguïté spirituelle. Elric soupira. Bien sûr. Le lendemain, alors que Théodoric s'approchait de la place du village en grande tenue, il fut accueilli par une chorale de poules, une chèvre portant 3 chapeaux. Loup, suspendu la tête en bas, narrait une version musicale de la Genèse. Et enfin, Myriel descendant des poutres de la grange par un système de poulies, chantant un hymne qui ressemblait étrangement à une chanson d'amour à la gravité. C'était trop. Théodoric laissa tomber sa masse. « Myrrhe » rugit-il et courut. Plus tard, quelqu'un trouva sa mitre empalée sur un rutabaga. Le village a organisé un vote et l'a déclaré un présage. Elric a été nommé consultant spirituel. Myriel est devenu responsable principal de l'ascension. Et la chèvre, bishop. Encore. Chapitre 6. L'onguent, le balai et la lune étonnamment critiques. Il arrive un moment dans tout éveil spirituel villageois
où quelqu'un demande inévitablement « Devons-nous nous frotter ça sous les bras et sauter du toit ?» À Triswald, ce point est arrivé exactement 43 secondes après qu'Elric ait annoncé sa dernière concoction. Baume de vol Mark III. Moins de cris, plus de vol. Les ingrédients étaient un mélange des suspects habituels. Mandragore, jusquiam, sueur de chèvre et une quantité alarmante de beurre périmé. Wolf remuait la marmite avec un fémur tout en chantant des berceuses en latin inversé. La chèvre le bénit en éternuant dans le pot puis en mangeant la sandale gauche d'Elric. Celui-ci, dit Elric en levant un pot bouillonnant de boue vert fluo, nous aidera enfin à contrôler les visions, à réduire les effets secondaires et peut-être à retrouver mon pantalon manquant. Myriel renifla la potion. Ça sent le péché. Excellent, dit Elric. Ça fonctionne. À la tombée de la nuit, un petit groupe s'était rassemblé pour la première tentative officielle d'ascension contrôlée. Des mesures de sécurité ont été mises en place. Casques, faites de citrouilles évidées, biscuits de secours, un grand tapis fait de foin et de textes théologiques. Elric se tenait au sommet du puits du village, les bras écartés, enduit de pommade et de confiance. Je crois que je peux se... Il glissa sur une betterave et tomba directement dans le foin. Wolf a applaudi. 10 sur 10 pour l'atterrissage. La gravité, grogna Elric, est extrêmement impolie. Cette nuit-là, après avoir léché la pommade d'un balai, ne demandez pas, Myriel eut une vision. Elle volait au-dessus de Triswald, mais au lieu de toit, elle voyait des légumes géants défiler dans les rues, chantant « Tout repoussera ». Une tomate portant un monocle flottait et chuchotait « La lune sait ». Elle se réveilla dans l'abri à herbe d'Elric, recroquevillée à côté d'un pot lumineux étiqueté « Peut-être ne pas toucher celui-ci ». Wolf avait aussi rêvé de la lune, mais dans sa version, elle avait des bras et jouait au poker avec un raton laveur. « Nous devons monter plus haut », déclara Myriel. « Sur le dosage ou l'altitude ?»« Both. » Alors ils ont construit une machine volante, en quelque sorte. Techniquement, c'était une grande charrette attachée à des oies, des parapluies et une prière fervente. Les villageois l'ont nommé Ascensionator Deluxe 3000, malgré l'absence de 1 ou 2 avant lui. Wolf l'a baptisé en embrassant une des oies et en annonçant qu'il était désormais spirituellement marié à l'air. Le lancement n'a pas été très fluide. Il a volé pendant 7 secondes glorieuses avant qu'un poulet ne sabote l'aile gauche par jalousie. Le crash qui en résulta détruisit 3 barils de choucroute et ouvrit un portail vers un endroit qui ressemblait étrangement à un mardi. Pendant ce temps, la lune a commencé à se comporter de manière étrange. Les villageois ont remarqué qu'elle clignotait. Une femme a affirmé qu'il lui avait fait un clin d'œil à son linge. Le conteur de rêve a insisté sur le fait qu'il tenait maintenant le score. « J'ai fait un rêve », dit-il gravement. La lune a parlé. Il a dit « Vous êtes tous très bêtes, mais je suis impliqué maintenant. » Elric, après avoir consulté plusieurs étoiles légèrement ivres, confirma que la lune les jugeait effectivement. Alors, ils préparèrent une offrande de paix. Ils ont construit un sanctuaire en fromage et en balai. Ils ont écrit des poèmes. Ils ont lancé Wolf dans le ciel en utilisant un baril et une clôture à ressort. Il est revenu 3 heures plus tard, couvert de suie et fredonnant, clair de lune. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Myriel demanda. Wolf cligna des yeux. La lune veut plus de théâtralité. Place à la grande opéra céleste. Les costumes ont été confectionnés. Un script a été écrit entièrement en légumes rimés. La chèvre a joué le soprano principal. Elric a joué 12 nuages de fond et un morceau de peluche. Ils l'ont joué à minuit.
La lune cligna des yeux 2 fois, changea de couleur, puis s'arrêta de bouger pendant 1 minute entière. Tout le monde a applaudi. La réalité soupira. Cette nuit-là, une lumière mystérieuse apparut dans la forêt. Un cercle lumineux, bourdonnant doucement. Myriel s'approcha. Elric suivit, portant une cuillère et un canard réticent. À l'intérieur du cercle, une silhouette attendait, vêtue de lumière stellaire, tenant un balai fait de lumière. « Je suis le premier volant, » dirent-ils. « Tu as agité l'air. Voyons maintenant si tu peux le chevaucher. » Chapitre 7. L'école céleste de l'ascension improbable. Le premier volant ne marchait pas. Il flottait impoliment en tout temps, comme un spectre très attentionné ou un nuage satisfait avec des manières. Il portait des robes de lumière stellaire, tenait un balai sculpté dans la lumière de la lune et avait l'attitude générale de quelqu'un qui avait trop vu et préférait maintenant ne parler qu'en énigmes ou en haïkus sarcastiques. « Vous vous êtes montré suffisamment ridicule, » intonna le premier volant. « Merci, » dit Elric, s'inclinant profondément et se donnant accidentellement une claque avec une aile de canard. Myriel, moins impressionnée par les étrangers flottants, croisa les bras. Et maintenant, une quête, une prophétie, une boutique de souvenirs. Non, dit le flyer. School. Ainsi commença leur inscription à l'école du ciel de l'ascension improbable, située juste au-dessus de la canopée de la forêt, reliée à la réalité par une corde faite de berceuses oubliées et d'abeilles extrêmement déterminées. L'orientation fut brève. Ne tombe pas, ne lèche pas les nuages à moins d'y être invité. Ne défiez jamais une oie en duel. Le campus se composait de pavillons flottants, chacun dédié à diverses disciplines de l'absurde aérien. Le département d'éthique aérienne. Mécanique des balais et vol stationnaire. Interprétatif, application avancée de l'onction, aromathérapie optionnelle. L'histoire de la lévitation. Dessin aux savonniers effrontés. Les cours étaient donnés par des êtres spectrales, des bibliothécaires ailés et un chou très agacé qui ne parlait qu'en énigmes. Le cours préféré d'Elric était l'alchimie légèrement explosive et vous. Il assistait à chaque cours avec un sourire niais et un casque en fromage. Myriel, naturellement, excellait dans posture divine pour les sermons en plein air. Wolf était à la fois étudiant, concierge et membre du corps professoral de Cloud Herding 101. La chèvre a assisté à tous les cours et a donné des coups de tête à quiconque se moquait de ses qualifications académiques. Leur progrès était rapide. Après une semaine, Myriel pouvait planer tout en citant des textes monastiques obscurs. Elric pouvait voler en zigzag contrôlé, souvent en criant. Wolf pouvait jongler avec 6 opossums et se projeter astralement simultanément. Mais à mesure que leur pouvoir grandissait, leurs soupçons aussi. « Pourquoi apprenons-nous à voler ?» Elric demanda. « Pour s'élever », dit le premier volant de manière cryptique. Au-dessus de quoi? Le flyer a simplement fait un geste vers le haut, où les étoiles formaient. C'est compliqué. Une nuit, ils furent convoqués dans la salle de conférence des avertissements célestes. Là, ils rencontrèrent le conseil des anciens flottants, des êtres translucides façonnés comme le temps et l'indécision. « Vous devez vous préparer, » dirent-ils. « Les terriens se rebelleront. »« Contre quoi ?» Myriel demanda. « Contre toi. Parce que tu flottes. C'est mesquin. » Oui, Véry. Il semblait que les Triswaldiens, confus, méfiants, et maintenant très irrités par la dernière fournée de pommade, avaient commencé à penser que les ascendants étaient des sorcières. Encore, possiblement des hérétiques volants.
peut-être juste des vantards avec trop d'accès aux volailles. Elric soupira. On s'absente quelques chapitres et ils inventent la guerre de classe aérienne. Leur dernier test fut annoncé. Traverser les 9 anneaux du doute raisonnable, crier leur croyance la plus sincère dans l'abîme de la légère angoisse existentielle, et atterrir sans tacher leur robe. Myriel fut la première. Elle a traversé les cerceaux à toute vitesse, a crié « Remettez en question l'autorité, mais rangez aussi vos autels », et a atterri comme une ballerine céleste. Elric a suivi, a crié « Je crois en la gravité, mais uniquement par rancune », et s'est écrasé dans un buisson de plumes. Wolf cria « Cuillère !» et disparut pendant 12 minutes. Lorsqu'il revint, il brillait et sentait la menthe poivrée. Le premier volant était impressionné. « Tu es prêt ?»« Prêt pour quoi ?» Elric demanda. « Descendre. » Ils retournèrent à Triswald le lendemain matin par le toboggan céleste, une glissière magique faite de vieux nuages et de doux regrets. Ils atterrirent sur la place du village avec un pouf dramatique, entouré d'étincelles flottantes et de pigeons jugeants. Les villageois crièrent « C'est eux !» Les flotteurs. « Le culte du ciel revient. Ils ont volé l'aura de mon chat de grange. » Clairement, un accueil chaleureux. Le trio a essayé d'expliquer. Les cours, l'école, le concours de cuillères cosmiques. Les villageois ont répondu en lançant du pain. « Vite !» Elric cria. « Au sanctuaire de Saint Floatimus !» Ils couraient. La chèvre les suivait, lisant un rouleau. À l'intérieur du sanctuaire, le conteur de rêves était assis en tailleur, sirotant calmement un thé fait de souvenirs. « Ils vous craignent maintenant, » dit-il. « Vous êtes devenus des métaphores aériennes. Pouvons-nous plutôt devenir des métaphores ancrées ?» Elric haleta. « Non. Trop tard. » Myriel prit une profonde inspiration. « Alors, nous devons leur montrer que nous sommes toujours des villageois. Juste, légèrement plus élevés. Comment ?» Wolf leva la main. « Puis-je suggérer ? Une parade ?» Tout le monde grogna. « Non, » dit Myriel. « Un sermon, d'en haut, et un pique-nique. Homélie flottante et collation, » traduisit Elric. « Acceptable. » Et ainsi, les préparatifs commencèrent pour la première messe en plein ciel et le brunch communautaire dans l'histoire de Triswald. Des plateformes flottantes ont été construites. La lune a répondu. Et Wolf a chorégraphié une danse nuageuse intitulée « Repentance en 3 saltos ». Triswald reverrait leurs flyers, non pas comme des sorcières, des marginaux ou des chimistes de condiments dangereux, mais comme des fous étranges, absurdes et sains. Ce qui, honnêtement, était en quelque sorte la vérité. Chapitre 8. L'Apocalypse. Légèrement flottante et le fromage de la paix. La messe en plein ciel et le brunch communautaire dans les nuages étaient prévus pour dimanche, mais en raison de plusieurs conflits d'horaires avec le nouveau podcast d'astrologie de la chèvre, ils ont été déplacés à mercredi. Triswald, étant Triswald, ne s'en aperçut pas. Myriel préparait son sermon depuis le pupitre céleste, une plateforme flottante construite avec des échafaudages de betteraves, de l'encens divin et la corde à linge d'urgence d'Elric. Elle portait ses plus belles robes, cousues à la main avec des symboles à peine hérétiques, et flottait avec la grâce d'un flamant rose ayant étudié la théologie interprétative. Elric tenait le buffet, avec des roues de fromage flottantes, de la confiture sainte et les infâmes champignons de révélation ou d'indigestion.
Les villageois flânaient autour avec suspicion, beaucoup tenant des fourches dans une main et de la curiosité dans l'autre. Wolf a exécuté son ballet nuageux en 3 saltos, accompagné de kazoo et de chœurs de chèvre. C'était magique, jusqu'à ce que le ciel se déchire. Cela a commencé par un grondement, comme le son de 2 dieux qui se livrent à une partie de bras de fer sur un pari impliquant de l'ail. Une fissure apparut dans les nuages, brillant de manière inquiétante. De l'intérieur émergea le bureau de normalisation céleste. 5 êtres portant des robes identiques, des froncements de sourcils identiques et des clipboards apparurent en plein ciel. Ils portaient le sceau de la finalité bureaucratique, une plume croisée avec un éclair. « Cessez toutes les lévitations non autorisées », intonna l'inspecteur principal. « Pourquoi ?» demanda Myriel. « Vous enfreignez le code F3, sous clause R, article 91. Flottement irrespectueux sans justification, théologique, approuvé. Mais nous flottions joyeusement. Ça rend les choses pires. Les villageois ont paniqué. » Un homme s'évanouit dans une meule de fromage. La chèvre a récité un précédent juridique du Deutéronome. Wolf a tenté de marchander avec une figue. Elric se tenait droit, légèrement brillant à cause d'une éclaboussure de pommade involontaire. « Non, déclara-t-il, nous ne descendrons pas. » Les inspecteurs griffonnaient furieusement. Résistance notée. « Préparez-vous à la désactivation des anomalies célestes. » Myriel serra son pupitre céleste. « Vous prendrez notre hover, mais pas notre espoir. Nous prendrons aussi la chèvre. » Tout le monde retint son souffle. Mais alors, du puits de Triswald, une voix s'éleva, basse, résonnant, légèrement nasale. C'était le conteur de rêves, chevauchant un champignon, agitant une cuillère comme un sceptre. « Vous ne pouvez pas annuler un rêve en plein milieu de la page, » rugit-il. « Vous pouvez réguler, mais vous ne pouvez pas révoquer le ridicule. » Les inspecteurs hésitèrent. Puis, le frère Bartholomew, la chèvre, s'éleva majestueusement dans les airs et bêla en langue, émettant un faisceau de lumière de fromage radieuse. Cela frappa le carnet de notes de l'inspecteur principal, qui explosa en lice. Le ciel frémissait. Le temps eut un hoquet. Et tout le bureau a été propulsé dans le cabinet astral des ennuis oubliés. Silence. Puis, des applaudissements tonitruants. Les villageois ont acclamé. Le buffet flottant tournait en orbite de célébration. Une poule a pondu un œuf qui a brillé brièvement, puis a disparu. Myriel a donné son sermon. Ne flottez pas pour échapper, mais pour élever les autres. Elric distribua des pots de pommade commémoratifs étiquetés « Vol facultatif ». Joie obligatoire. Le loup a été déclaré poète lauréat des nuages. La chèvre a été canonisée sur le champ. La lune cligna de l'œil en signe d'approbation. Triswald n'est jamais revenue à la normale. Au lieu de cela, elle a embrassé l'absurde aérien. La chapelle flottait doucement. Les cultures chantaient. Les sceptiques ont ouvert un musée dédié aux erreurs qui ont conduit à des miracles. Et chaque semaine, les villageois se réunissaient pour un thé flottant, des scones célestes et des sermons qu'il valait mieux écouter la tête en bas. Ils n'étaient plus simplement un village. Ils étaient une communauté des légèrement élevés, pas des saints, mais spectaculairement étranges et profondément, sans excuse, joyeusement humains.